Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre premier numéro d'Accès Direct de la semaine. On est mardi, mais grâce au week-end de 3 jours et au lundi de Pâques, voilà, on se retrouve pour une première fois. Aujourd'hui, le programme est chargé, vous vous en doutez. Il sera notamment question de formation au compost grâce à Amélie Esmangeau de Compost Action. On parlera également jazz avec Jean-François Gaujon par Skype d'ici quelques minutes. Sans oublier quelques images de sport, une revue de presse, bref, un programme chargé d'ailleurs. N'hésitez pas à réagir à cette émission en direct grâce au hashtag Accès Direct ou Croisillon pour les plus francophones d'entre nous. Bienvenue dans cette émission. Et on commence tout de suite avec les titres, avec Fanette. Bonjour Fanette. Bonjour Manu. Et aujourd'hui, on va parler forcément d'une news qui a bouleversé la sphère montagne, le décès d'Emmanuel Cauchy. Voilà, Emmanuel Cauchy, donc, qui est le spécialiste reconnu mondialement de la médecine en montagne. Ça a été l'un des premiers médecins à accompagner le PGHM de Chamonix au moment des secours, un des rares médecins guides également. Et donc il est décédé hier à l'âge de 58 ans dans le massif des Aiguilles Rouges alors qu'il évoluait en hors-piste. Donc on a été, Sébastien Germain a été à Chamonix aujourd'hui où beaucoup d'hommages, voilà, tout le monde le connaissait dans la vallée de Chamonix, donc on y reviendra dans le JT. Et puis on va parler fin de saison également. Fin de saison également avec toi Manu, tu t'es rendu à la Giette dans le Val d'Arly puisque ça a été un hiver, on le sait, particulier avec beaucoup de neige mais une météo un peu capricieuse, etc. Et donc ça a été un peu compliqué pour les stations de savoir quand fermer le domaine puisqu'il reste encore beaucoup de neige. Donc on fera le point là-dessus dans le JT également. Et je vous en dirai plus dans un instant. Je n'en doute pas. Merci beaucoup Fanette. Et puis, je reste ou pas du coup? Eh ben non, je te laisse repartir d'ici quelques minutes. Hein. Merci beaucoup. On va y arriver, pas de souci. Et tout de suite, je vais inviter notre invité du jour. Tout de suite. Amélie Esmangeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes de Compost Action. Tout à fait. Alors, on va parler compost aujourd'hui car c'est la semaine nationale du compostage de proximité. Alors, déjà, question bête et méchante, la semaine du compostage, c'est une opération donc nationale, on y vient, de plus en plus de personnes commencent à s'y mettre. Déjà, est-ce que le message passe ? Oui, le message commence à passer. On avait un peu de retard par rapport à certains pays européens en France, mais là, on commence à s'y mettre. La preuve, c'est qu'on atteint les 800 animations nationales à ce jour, donc pendant cette quinzaine du compostage, et c'est plutôt donc un succès, oui. Tout au long de la semaine, il y a plein d'ateliers, des formations, des initiations qui sont proposées. Alors, question bête et méchante, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui nécessité de former les gens au compost? Est-ce que c'est si difficile que ça? Non, le compostage est une pratique accessible à tous. Elle est facile, simple, à condition de faire les bons gestes quand même. Et justement, lors de cette semaine nationale, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire un coup de projecteur sur le compostage de proximité, sur cette pratique, de pouvoir donc former les gens, comme vous le disiez, surtout les agents professionnels, mais aussi des habitants simples bénévoles qui auraient envie de s'y mettre. Et puis, il y a toutes sortes d'animations autres, des conférences, des ateliers, des jeux, tout ça autour du compostage pour développer la pratique. Alors, on le rappelle, le compostage, même si c'est un acte citoyen, il y a quand même un cadre réglementaire. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Non, alors effectivement, il y a une réglementation qui est en cours, il y a des réglementations à venir qui cadrent un petit peu effectivement le compostage, alors surtout pour les gros producteurs de biodéchets par exemple. Et puis il y a des réglementations en faveur du compostage et surtout du tri à la source des biodéchets puisque à partir de 2025 et même 2023 selon l'Union européenne, les collectivités devront donner aux citoyens le moyen de trier leurs biodéchets à la source. Donc chacun d'entre nous, vous comme moi, on devra séparer nos biodéchets. Donc je rappelle, toutes nos épluchures de fruits et de légumes, tout ce qui est organique et peut se décomposer devra être mis à part dans une petite poubelle comme celle-ci par exemple, puis vidé dans un conteneur et les biodéchets seront ensuite collectés, comme vos emballages et comme vos ordures ménagères. Ou alors traiter sur place en compostage de proximité avec un site de compostage au pied de son immeuble ou dans son quartier par exemple.
Alors certains encore réfractaires à ce principe, quand on leur dit compost, ils pensent nuisance olfactive, nuisance peut-être visuelle avec des gros monceaux de déchets enterrés au fond du jardin. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Non, alors c'est vrai qu'il y a encore pas mal de stéréotypes sur le compostage. Pourtant, c'est une pratique qui est facile, encore une fois, et si c'est bien fait, il n'y a pas de mauvaises odeurs. Quand on est en compostage collectif, donc par exemple dans son quartier, qu'on composte entre voisins, si le compost n'est jamais brassé, là, on entre dans un processus où ça peut sentir mauvais, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'oxygène et il y a besoin d'air pour que la matière se décompose bien. Je vais prendre un exemple tout simple. Si vous mettez des épluchures de fruits et de légumes dans un sac plastique que vous fermez et que vous laissez ça pendant une semaine, il n'y a pas d'air. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de jus, ça sent pas bon, c'est pas du tout du compost. Voilà, le compost, ça doit être quelque chose de naturel. C'est un processus qui se fait en sous-bois et là, on le reproduit à l'échelle d'une boîte, d'un composteur en milieu urbain, mais il n'y a rien de plus simple et normalement, il ne doit pas y avoir de nuisance si les gestes sont bien faits. Eh bien, on y revient dans une minute justement pour plus d'explications. Par contre, il y a quelque chose qui sent très bon. C'est du côté de Sébastien Germain qu'on retrouve tout de suite, qui est en direct du côté des Chronos d'Or qui a lieu ce soir. Sébastien, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à toute l'équipe. Je suis donc en direct d'ici à l'espace rencontre à Annecy-le-Vieux pour la grande cérémonie des Chronos d'Or qui va dérouler d'ici une petite vingtaine de minutes. En attendant, tous les médaillés olympiques ont été rassemblés dans une grande salle de presse pour procéder à des échanges. Je suis en compagnie de Marie Bochet. Marie Bochet, bonsoir. Bonsoir. Alors Marie, on l'a vu, on en a beaucoup parlé, ces jeux magnifiques pour vous. Ouais, des jeux incroyables pour moi, pour l'équipe paralympique. Enfin, vraiment, on a passé des jeux incroyables avec des résultats de fou, enfin, une ambiance dingue et vraiment des beaux jeux, ouais, vraiment des très beaux jeux pour nous. 4 médailles d'or. Est-ce que dans vos rêves les plus fous, c'était quelque chose d'envisageable après déjà les 4 médailles d'or de Sochi? Non, absolument pas. Je ne m'étais pas fixé d'objectif vraiment de médaille. J'avais absolument jamais pensé à faire 4 médailles d'or. Pour moi, déjà de faire un podium, c'est con à dire. Enfin, pardon, c'est bête à dire parce que c'est difficile. Enfin voilà, de dire ça alors que je gagnais les coupes du monde de la saison. Mais en fait, c'est tellement incroyable ces jeux. C'est tellement des événements à part que voilà, on peut pas s'imaginer. On n'a pas le droit de s'imaginer de gagner autant de médailles d'or. Vous êtes arrivé à Pyeongchang en Corée du Sud avec une grosse pression. Vous avez réussi à répondre présent le jour J. C'est ça la marque des champions, des championnes? Oui, je pense que ça en est une, vraiment d'être présent le jour J. Voilà, c'était une préparation de 4 ans qui devait aboutir sur ces 5 jours de compétition. Et voilà, c'est difficile. Donc voilà, ça a été une question de programmation avec mes entraîneurs. Enfin voilà, ça a été un travail collectif. Et voilà, c'est pas que moi qui ai réussi ces jours-là. Après, ce que je retiens aussi de ces jeux, c'est d'avoir réussi à rester à ce niveau-là pendant les 4 années. Et puis aussi une chose importante sur ces jeux, vous avez performé, les leaders ont performé, mais c'est toute l'équipe de France qui a performé avec 20 médailles. Oui, complètement. On a fait des jeux, voilà, des jeux d'équipe incroyables. On avait une super équipe, enfin, vraiment avec une très belle ambiance et des sportifs pleins de capacités, mais qui se sont vraiment révélés et qui ont tenu bon pendant ces jeux. Et c'est jamais évident. Il y en a pour qui c'était leurs premières expériences paralympiques et voilà, ils ont répondu présent plus qu'on ne l'aurait pu l'espérer, je pense. Dernière chose. J'ai un trou de mémoire. Voilà. Après les victoires, il y a le marathon médiatique, ça fait partie du jeu. Là, c'est pas encore fini, hein. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer pour vous, les médaillés. Oui, là, on est très sollicités depuis le retour des Jeux. Alors nous, on a la chance que les Jeux annoncent la fin de saison. Voilà, on n'avait plus que les championnats de France à faire à Champs-Rousse et là, on est complètement disponible. Moi, j'avais verrouillé un petit peu avant les Jeux en sachant que j'allais justement me rendre disponible sur l'après-jeu et c'est important. Et puis finalement, c'est des moments pour lesquels on n'est pas vraiment entraîné, mais qui sont appréciés parce que voilà, c'est une belle reconnaissance. Puis les gens sont toujours très gentils avec nous, donc c'est des beaux moments. Merci beaucoup, Marie. Merci. Félicitations encore une fois. Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire, Emmanuel. On saura d'ici 18h30, 19h le nom des champions. On rappelle le principe, chaque année, les champions des champions sont élus par le public. Merci. À vous. Merci beaucoup Seb pour toutes ces explications et merci Marie également pour avoir pris quelques minutes en direct avec nous. Et oui, c'est ça les aléas du direct, on est partout en même temps, partout à la fois. Donc on quitte Annecy-le-Vieux, les Glaisins pour revenir sur ce plateau avec vous Amélie pour reparler semaine nationale du compost, du compostage de proximité. Et on y revient justement, il y a beaucoup d'animations, on le disait, beaucoup d'initiations. Est-ce qu'il y a des grands temps forts à ne pas louper cette semaine ?
Alors non, il n'y a pas vraiment de grand renfort. En fait, justement, l'idée, c'est de vulgariser un peu la pratique. Donc, on a voulu proposer toute forme d'animation et pas spécialement avec des grands temps plus marquants que d'autres. En fait, le public peut aller sur un site internet de la semaine. Peut-être que vous diffuserez l'adresse dans l'émission et du coup se rendre sur une animation la plus proche de chez lui. Donc voilà, il y a encore une fois toutes sortes d'animations, des formations, des démonstrations. C'est par l'exemple qu'on apprend. Donc on essaye de montrer aux gens le produit obtenu à partir de leurs simples épluchures de fruits et de légumes et le compost donc, qu'ils peuvent utiliser pour rempoter leurs plants d'appartement, pour leur jardin, jardinière, etc. On le rappelle, c'est vraiment pour tout le monde, particulier comme professionnel. D'ailleurs, pour les professionnels, j'étais étonné de voir un petit peu en préparant cette émission qu'il y a tout un panel de grades, si on peut dire, ou en tout cas d'évolution possible du référent composteur au maître composteur. Expliquez-moi un peu comment on peut devenir maître composteur. Oui, on peut être maître composteur. Ça, c'est la classe. Et même avec un E, c'est la classe quand on est une femme. Quand on est un simple habitant qui a envie de s'occuper du compost au pied de son immeuble, dans son quartier ou dans son jardin, on peut suivre une formation qui s'appelle référent de site. C'est un peu la base de la formation. Ensuite, on peut devenir guide composteur. Souvent, ce sont des agents de collectivité qui suivent cette formation. Et puis, on peut aller donc jusqu'au stade de maître composteur. Là, c'est une formation qui est vraiment pour les professionnels, pour superviser les installations de compostage, que ce soit dans un établissement scolaire, dans un quartier, au sein d'une entreprise, donc avec beaucoup plus de données techniques, de conduite de projet, etc. Toutes ces formations, elles sont labellisées par l'ADEME et actuellement, elles sont reprises par le réseau Compost Citoyen au niveau national en vue d'une certification justement du métier de maître composteur. C'est vrai que les déchets, les biodéchets, en tout cas, c'est un sujet qui commence à devenir important. On a parlé réglementation tout à l'heure. On a énormément de marge de manœuvre encore pour réduire ces biodéchets, pour les sortir de la poubelle et ne pas les incinérer. C'est quand même dommage d'aller brûler des déchets qui sont composés majoritairement d'eau. Et on peut valoriser cette matière, l'utiliser localement avec le compostage de proximité, donc avec des habitants qui s'en occupent, des maîtres composteurs, des professionnels. Ou encore une fois, on arrivera sans doute à collecter ces biodéchets, c'est ce qui se fait déjà dans certaines communes, mais dans tous les cas, il y a encore une grande marge de progression pour réduire ces biodéchets et on en est tous responsables. Ça veut dire qu'à terme, selon vous, toutes les collectivités, toutes les écoles, tous les particuliers seront, d'ici quelques années, justement, avec leurs petites poubelles et leur compost personnel ? Oui, de toute façon, la réglementation va l'imposer, donc on aura les moyens de le faire. Et il y a quelques années, quand on nous parlait du tri des emballages, des papiers, c'était très compliqué. On se disait que ça allait être fastidieux d'avoir une poubelle supplémentaire à la maison, de faire le tri, etc. Et puis maintenant, c'est quand même de plus en plus rentré dans les pratiques, même si tout le monde ne le fait pas ou ne le fait pas bien. La majorité des gens maintenant trient quand même, par exemple, le papier ou le verre. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas avec les biodéchets. Et encore une fois, c'est une matière qui peut être valorisée et qu'il est vraiment dommage de brûler et d'envoyer à l'incinérateur. Aujourd'hui, c'est bien plus qu'un effet de mode, c'est vraiment une nécessité. Ah oui, c'est vraiment une nécessité. Ça devrait devenir un usage courant dans tous les foyers. Je comprends que parfois, quand on est un petit peu en précarité ou un peu plus reculé des pratiques de tri, qu'on est moins sensibilisé, on a peut-être moins le goût et l'envie de s'y mettre, la motivation. Pourtant, je constate que, par exemple, en faisant des animations avec les enfants, c'est quelque chose qui les touche, quel que soit leur milieu. Et c'est peut-être par eux que ça doit passer à un moment donné, mais en tout cas, c'est facile à faire. Alors justement, facile à faire en quelques mots. Comment chez soi, on peut commencer à se mettre à faire du compost, à composter chez soi ? Alors, soit on habite en maison, en quel cas on se renseigne auprès de sa collectivité pour acquérir un composteur dans son jardin. On peut aussi l'acheter en jardinerie, mais souvent les collectivités font des prix intéressants pour en obtenir un, voire en avoir un gratuitement. Soit on habite dans un quartier, dans un immeuble,
Et on peut soit aller dans un site de compostage déjà existant, soit demander à être accompagné par une association comme Compost Action pour en installer un, ou auprès de sa collectivité. Et ensuite, on a un petit seau comme celui-ci, ou n'importe quel contenant finalement qui peut se fermer, où on stocke donc ces épluchures de fruits et de légumes, ces restes de pain. Quand on est en maison, on peut aussi mettre ces restes de viande et de poisson. En collectif, on évite. Fleurs fanées, coquilles d'œufs, barres de café, sachets de thé. Donc tout ça, on le stocke dans ce petit seau et on va le vider au composteur. L'idée, à chaque fois, c'est d'ajouter un peu de matière sèche, carbonée, puisque ça, c'est très humide, les déchets. Carboné, ça veut dire quoi? Carboné, donc, c'est de la matière brune, en fait, comme du broyat de branches, de la paille, des feuilles mortes, quelque chose qui va équilibrer donc, les matières avec les épluchures qui étaient au préalable très humides. Et donc, repenser à la petite image du petit sac plastique où on ferme tout. Là, on veut éviter cet effet-là. On va donc aérer, brasser, mélanger donc les matières ensemble. Brasser, quand on est dans son jardin, on peut brasser une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Quand on est en collectif, c'est beaucoup plus régulier, par contre. Et puis, on laisse la nature procéder. Les petites bêtes du compost vont agir, les champignons, les bactéries, et transformer toute cette matière, la digérer pour en faire du compost mûr à utiliser. Aujourd'hui, justement, il y a des facilités avec justement ces seaux qui sont à la disposition donc, de tout à chacun. Pour autant, j'imagine qu'il y a des gens qui veulent mettre vraiment la main à la pâte, construire leur composteur eux-mêmes, leur trou au fond du jardin, voire leur lombricomposteur. Il y a de plus en plus de possibilités aujourd'hui. Oui, il y a tout un tas de tutos sur Internet pour fabriquer son composteur. Et d'ailleurs, j'encourage vivement les gens à le faire. On est là aussi dans, pas du zéro déchet, mais en tout cas dans de la réutilisation de matériaux. Donc par exemple, prendre des palettes, si on est un peu bricoleur pour fabriquer son composteur, c'est vraiment tout à fait possible. Son lombricomposteur, on peut aussi en faire avec des bacs plastiques usagés ou polystyrène. Et en tout cas, même en tas au fond de son jardin, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Il faut juste l'entretenir au final. Au final, le geste à faire, c'est vraiment de brasser son compost régulièrement et puis de regarder si c'est pas trop humide, pas trop sec. Voilà, si vous voyez que votre compost c'est de la gadoue, que c'est trop humide, c'est qu'il manque un peu de matière sèche. Donc ajoutez quelques branchages, ajoutez voilà, un peu de paille, un peu de sciure, un peu de feuilles mortes à l'automne. Ça, c'est indispensable pour qu'effectivement, il y ait un bon compost qui se fasse. Et pour les jardiniers, c'est directement utilisable chez soi, à la maison. C'est parfait. On arrive au printemps, on peut amender son jardin avec du compost autour de ces végétaux. Oui, bien sûr, c'est un fertilisant naturel qu'il faut utiliser au lieu d'aller acheter de l'engrais en jardinerie. Et puis même pour ces plantes d'appartement, on peut tout à fait utiliser un peu de compost pour rempoter ces plantes, ça leur fait du bien. Voilà, je crois que le compostage, ça va aussi avec un ensemble de pratiques de jardinage au naturel, justement. On parlait de réduire ces biodéchets, de ne pas les envoyer à l'incinérateur. De la même façon, on peut utiliser tous ces déchets de jardin, ces déchets verts qu'on peut aussi mettre au composteur, mais qu'on peut aussi utiliser en paillis, bien sûr, qu'on peut aussi utiliser en paillis pour son jardin. C'est quand même dommage de couper, de faire toutes ces tontes, de tout couper, de tout transporter à la déchetterie, c'est fastidieux. De brûler, j'en parle pas, c'est interdit. C'est vraiment mauvais pour notre santé et pour l'environnement. Donc voilà, autant utiliser sur place, c'est moins de travail en fait, et c'est mieux pour le jardin et pour les plantes. Tout simplement. Merci beaucoup Amélie pour toutes ces précisions. Vous l'avez compris, c'est la semaine nationale du compostage de proximité, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner, c'est sur Internet, c'est sur Compost Action. Bref, vous avez plein d'initiations, de formations, de colloques, de conférences, bref, tous les éléments pour vous donner, vous aussi, les moyens de vous y mettre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous laisse repartir direction la régie et j'accueille Fanette, le grand retour pour la revue de presse. Et rebonjour. Rebonjour.
Et tu nous as tiré quelques petites pépites de l'actualité et notamment on va commencer avec du numérique. Oui, et on va commencer avec une petite bourde. Donc ça, c'est Éco-Savoie-Mont-Blanc et l'autre, c'est la Tribune de Genève. Comme ça, D'accord. voilà. Donc on peut quand même on va parler commencer avec on peut la quand même grande parler de la traversée des Alpes, grande tant qu'à faire. traversée des Alpes. Donc ça, c'est nos confrères d'Éco-Savoie-Mont-Blanc qui nous relaient l'inquiétude de cette association qui a été créée en 71. Elle tire la sonnette d'alarme. Si les aides régionales d'Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Sud ne lui sont pas renouvelées pour 2018, elle risque de devoir tout arrêter. Aujourd'hui, elle compte 8 salariés qui sont basés à Montmélian où se trouve le siège et à Gap. Et elle anime 6 grands itinéraires sur l'ensemble du massif alpin, des itinéraires qui sont réalisables en vélo, à pied, en voiture, en VTT. Et ça génère 17 millions d'euros de retombées économiques directes pour des territoires qui ne sont pas forcément très touristiques. Donc voilà, il y a un enjeu assez important puisque 50 000 personnes fréquentent chaque année ces parcours. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. De faire un petit reportage. Ouais, ou au un JT. invité sur ce beau canapé. Pourquoi pas, Camille, le message est lancé. C'est déjà fait. Et puis donc, on va parler du numérique avec nos confrères de la Tribune. Voilà, donc la Tribune qui s'intéresse à un nouveau média, La Torche, donc qui est lancé par plusieurs artistes. Il sera diffusé, ce nouveau média, sous forme d'application mobile. C'est le premier média satirique numérique de proximité. Il existe déjà dans le Jura avec beaucoup de succès et donc il va être lancé mi-avril à Genève avec différents caricaturistes, journalistes, etc., dont Herman qui dessine très régulièrement dans la Tribune de Genève. Donc voilà, ça promet de beaux moments de caricature et de dessin de presse. Super, merci pour ces petites infos. Et puis toi, tu as voulu revenir sur le week-end de Pâques. Bah oui, tu me connais en tant que grand gourmand, mais j'ai aussi pensé à toi, parce que je suis sûr que le week-end pascal a été également l'occasion de faire une énième entorse à tes objectifs alimentaires, peut-être. Je ne dirai rien. D'accord. Mais ne t'inquiète pas. De toute façon, j'ai enquêté pour l'année prochaine, si tu veux, quelques petites destinations où il n'est pas forcément question de chocolat. Car oui, en France, forcément, quand on dit Pâques, on pense chocolat, les œufs, les poules, les lapins, etc. Mais ce n'est pas partout le cas. Notamment en Italie, où l'on mange la colomba. La colomba, c'est une brioche pascale, une sorte de panettone aux amandes, aux fruits confits, sous forme de colombe. Parce que oui, c'est la paix, tu vois, c'est des signes de bon augure. Par contre, dans les pays de l'Est, et notamment en Russie, on mange à Pâques le koulich. Le koulich, c'est un gâteau au rhum et au safran. En Angleterre, par contre, le plat traditionnel, c'est le jambon. Bah oui, parce qu'il faut le savoir, en Angleterre, le cochon porte chance. D'accord. Voilà, c'est la petite info en plus. Savoir. Autre tradition, celle c'est des sorcières de Pâques dans les pays baltiques, donc Norvège, Suède, Finlande. Tous les enfants se déguisent en sorcières et vont faire du porte-à-porte pour aller chercher des bonbons, des chocolats. C'est pas sans rappeler les fêtes d'Halloween, hein, ça part de là. C'est une des explications et forcément le temps que ça passe de l'autre côté de l'Atlantique, ça a pris un peu de temps et donc c'est pour ça que c'est arrivé fin octobre du côté des US. Enfin, une petite dernière mention spéciale pour l'Australie, parce que là-bas, les lapins sont considérés comme des bêtes nuisibles. Donc, les Australiens ont trouvé la petite bestiole que tu as en bas de cet écran, qui s'appelle le bilby. C'est un petit marsupial en danger, et donc qui représente maintenant pour nos amis australiens la mascotte de Pâques. Et donc, on peut trouver des bilby en chocolat, et ça, je suis sûr que ça plaira beaucoup à Olivia. Et puis, une décision qui a fait parler avec 2 ours en plus du côté des Pyrénées. Tout à fait, une bonne nouvelle pour les protecteurs des animaux, car c'est Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, qui l'a annoncé la semaine dernière. À nos confrères du Parisien, je cite, « Nous allons engager une réintroduction de 2 ours femelles dans les Pyrénées-Atlantiques d'ici cet automne, car aujourd'hui il ne reste plus que 2 mâles dans la partie occidentale du massif, dont le fils de l'ours Canel qui avait été tué par un chasseur en 2004. Aujourd'hui, la population d'ours est en danger critique selon le ministre, qui anticipe d'ailleurs déjà la réaction des éleveurs en disant et en annonçant un accompagnement renforcé et une meilleure protection des troupeaux. À l'issue de la concertation, plusieurs pays européens devraient être sollicités pour la sélection des 2 femelles. Pour rappel, la population globale des ours dans les Pyrénées et sur le territoire français est estimée à une 30aine d'individus. Et puis on va revenir sur le docteur Cauchy. Forcément, on tenait vraiment à rendre hommage à un très grand monsieur de la montagne, Manu Cauchy, donc le docteur vertical qui nous a
quitté ce lundi, donc tu le disais, dans une avalanche dans les Aiguilles Rouges. Le précurseur de l'étude des mal aigus des montagnes est mort donc à 58 ans. Aujourd'hui, de nombreux témoignages affluent sur la toile. On le voit sur cet écran avec quelques messages tirés de Facebook, de Twitter, entre autres. Donc de la vallée de Chamonix au PGHM, du trailer Kylian Jornet au plongeur Stéphane Toureau. Tous rappellent leur souvenir d'un homme d'exception. À l'image notamment de l'himalayiste Jean-Michel Asselin qui diffusait hier sur sa page Facebook. Je cite donc une tristesse encore de trop, une vraie tristesse. Je voulais juste le saluer en lui rappelant ce moment de l'Everest en 92 ou 91 où nous étions un beau matin sur les pentes du Lhotse, déroulant quelques centaines de mètres de corde fixe. Et je revois Manu, hilar devant la caméra, s'exclamer « Moi, Manu, 7200 mètres, dur l'Everest. Nous étions si joyeux. Repose en paix, grande pensée à tous les tiens. » Et puis, Fanette, tu nous as tiré également une ou deux autres citations qui t'avaient marqué également. Alors, sur cette page-là, il y a Elisabeth Révol, on en a parlé il y a quelques semaines. C'est cette alpiniste française secourue dans le Nanga Parbat. Et elle a tenu à rendre hommage à Emmanuel Cauchy. Elle se dit profondément attristée et bouleversée de cette nouvelle. Le monde de l'alpinisme perd son plus brillant médecin, docteur vertical, un très grand monsieur qui a fait évoluer la médecine de montagne et mis en place un protocole efficace sur les gelures. Il a sauvé tant de vies en montagne. Ces 2 derniers mois, il m'a été d'une aide si précieuse, puisqu'effectivement, Emmanuel Cauchy a participé aux secours et aux soins qui ont suivi le retour d'Elisabeth Revel en France. Et puis, il y a aussi Patrick Pelou, qui est un célèbre médecin urgentiste qui faisait notamment partie de l'équipe de Charlie Hebdo. Il se dit très triste après le décès d'Emmanuel Cauchy, urgentiste connu et reconnu. Donc, l'équipe et moi-même tenions encore à lui rendre hommage. On y reviendra bien sûr au cours du JT avec un reportage de Sébastien Germain, mais bien sûr, toutes nos pensées accompagnent ses proches. Merci Fanette. Merci. On se recroise tout à l'heure pour le rappel des titres. Pas de Je te laisse souci. repartir en régie, finir de te préparer. Et puis, on va partir du côté de FaceTime pour parler jazz et le Lac in Blue Festival. Et j'ai l'honneur d'avoir avec moi sur ce plateau et en direct Jean-François Gaujon. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler justement de Lac in Blue Festival. C'est la 4e édition. Ça commence d'ici quelques minutes. Alors, concrètement, on prend les mêmes et on recommence, mais on va toujours plus loin. Eh bien, on commence déjà effectivement par la place de l'Hôtel de Ville, où un premier concert avec la fanfare du conservatoire nous est proposé gratuitement. Et puis, on va faire une semaine autour de la Note Bleue, comme déjà ces 3 dernières années. 4e édition, donc. Alors, on le rappelle, le Lac in Blues Festival, c'est 5 jours dans 8 lieux sur Annecy et ça monte en puissance d'année en année. Cette année, notamment, on a le grand temps fort, notamment jeudi soir à l'Arcadium, avec l'un des plus grands jazzman de notre temps, Lucky Peterson. Ça doit être une chance pour vous d'avoir pu avoir cet artiste présent sur le festival. Oui, alors effectivement, c'est le moment phare de la semaine, puisque c'est un artiste tout à fait hors norme et qui cumule à la fois le blues et le jazz, puisque c'est une icône du blues, mais il vient nous présenter son dernier hommage au grand organiste que fut Jimmy Smith. Donc à l'évidence, oui, c'est une belle soirée, mais c'est une des grandes soirées de cette semaine qui se présente dès ce soir. Alors, ça commence ce soir avec la cérémonie d'ouverture. Bon, il y a une petite fausse note, si vous me permettez l'expression, avec Sarah McCoy qui a annulé malheureusement son concert de ce soir. Mais on a un petit souci avec Sarah McCoy parce qu'elle est obligée d'annuler toute sa soirée, toute sa tournée pour des raisons médicales. Mais bon, c'est pas très grave. Tout continuera à partir de demain avec notamment Tom Harrison, qui est un saxophoniste londonien, et puis de très nombreux rendez-vous dont vous voulez peut-être qu'on égrène la réalité, ou vous incitez vos téléspectateurs à aller consulter le site du lackinblue.com. Effectivement, tous les renseignements sont portés, mais on a notamment une très belle soirée à Salle Pierre-Lamy le vendredi 6 avec Nocturna, soirée autour du jazz brésilien. Donc là, effectivement, ça va être aussi un très très grand moment. Vous voyez, ça commence, puisque vous avez
la fanfare du conservatoire qui attaque son obade. Et ben voilà, on va vous laisser profiter de cette cérémonie d'ouverture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau donc en direct. On le rappelle, vous êtes le président du Jazz Club d'Annecy et on vous souhaite un très très bon festival. Merci beaucoup. Merci, merci. Au revoir. Et puis Fanette, déjà le retour. Oui, c'est ça. On est un petit peu à la bourre, j'imagine, c'est ça? Ah non, je sais pas, je croyais que c'était à moi. D'accord, bon bah écoute, on C'était va pas le cas. enchaîner. Hein, écoute, rappel des titres. Bon, je vois, je distingue à l'horloge qu'il est 18h29, donc on est va dans les enchaîner clous. direct avec le rappel des titres et donc on va reparler du décès d'Emmanuel Cauchy qui est vraiment au centre de l'actualité de tout le monde de la montagne aujourd'hui. Voilà, il était reconnu mondialement, mais particulièrement apprécié et aimé du côté de Chamonix. Donc c'est là-bas qu'on a été aujourd'hui, en tout cas Sébastien Germain et Mariette Guinet. Il a laissé beaucoup d'héritage, hein, notamment l'Institut de formation à la médecine de montagne, des plateformes de télémédecine, etc. Donc on reviendra sur son parcours dans un instant. Et puis on va parler fin de saison des stations de ski. Forcément, ça arrive doucement mais sûrement. Et quelques stations ont choisi de faire évoluer la date de fermeture de leur domaine. Voilà, puisque c'est un hiver particulier avec beaucoup de neige. Donc du coup, ça a été un peu compliqué pour les stations de choisir quand fermer les pistes, parce que fermer des pistes quand il y a beaucoup de neige, c'est pas forcément évident, surtout après 3 hivers sans neige. Donc du coup, c'est toi qui feras le point sur cette prise de décision du côté de la Giette. De la Giette et du domaine des Portes du Mont-Blanc. Merci beaucoup Fanette, on te retrouve À tout de suite. dans quelques minutes pour le JT. Voilà, cette émission est déjà terminée. C'était un plaisir d'avoir été avec vous ce soir. On se retrouve demain, on prend les mêmes, on recommence. Tout de suite, c'est le JT avec Fanette de Buisson. Et d'ici là, passez une très bonne soirée sur 8 Mont-Blanc. À bientôt.